Le Parménide de Platon, suite. Parménide. Il nous reste un troisième point à traiter. Si l'un est tel que nous l'avons exposé, c'est-à-dire un et multiple, ni un ni multiple et participant au temps, n'est-ce pas une nécessité que tantôt parce qu'il est un, il participe à l'être, et que tantôt parce qu'il n'est pas, il ne participe point à l'être? Aristote, c'est nécessaire. Alors sera-t-il possible qu'au moment où il ne participe pas, et qu'au moment où il ne participe pas, il participe? Cela n'est pas possible. Autre est donc le temps où il participe, autre celui où il ne participe pas. Car c'est la seule façon dont il puisse participer et ne pas participer à la même chose. C'est juste. N'y a-t-il pas aussi un temps où il participe à l'être et un où il le quitte? Ou comment serait-il possible tantôt d'avoir, tantôt de ne pas avoir la même chose, si on ne la prend et la quitte tour à tour? Cela ne se pourrait en aucune manière. Prendre part à l'être, n'est-ce pas ce que tu appelles naître? Si. Et quitter l'être, n'est-ce pas périr? Certainement. Alors l'un, semble-t-il, prenant et quittant l'être, naît et périt, nécessairement. Mais comme il est un et multiple, qu'il naît et périt, n'est-il pas vrai que quand il devient un, il meurt comme multiple, et que quand il devient multiple, il meurt comme un? Certainement. Mais quand il devient un et multiple, n'est-il pas nécessaire qu'il se divise et se rassemble? Absolument nécessaire. Et quand il devient dissemblable et semblable, qu'il s'assimile et se désassimile? Oui. Et quand il devient plus grand, plus petit, égal, qu'il croisse, décroisse, s'égalise? Parfaitement. Et lorsqu'étant en mouvement, il devient immobile, et qu'étant immobile, il passe au mouvement, il est évident qu'il n'est en aucun temps. Comment cela? Être d'abord immobile et ensuite se mouvoir d'abord et être ensuite immobile, il n'est pas possible qu'il reçoive ces états sans changer. Comment serait-ce possible? N'y a-t-il pas de temps où une chose puisse être à la fois en mouvement et en repos? Il n'y a pas de temps où une chose puisse être à la fois en mouvement et en repos. Non, certainement. Elle ne peut pas non plus changer sans changement. Non, vraisemblablement. Quand donc change-t-elle? Car on ne change ni quand on est en repos, ni quand on est en mouvement, ni quand on est dans un temps. Non, en effet. Ce où l'on est quand on change, n'est-ce pas cette étrange chose? Laquelle? L'instant. Car l'instant semble signifier quelque chose comme le point de départ d'un changement dans les deux directions. Ce n'est pas en effet de l'immobilité encore immobile que par le changement, ni du mouvement encore mu qui se produit, mais il y a cette étrange entité de l'instant qui se place entre le mouvement et le repos, sans être dans aucun temps, et c'est là que vient, et de là que part le changement, soit du mouvement au repos, soit du repos au mouvement. Cela pourrait bien être. Donc l'un, s'il est vrai qu'il soit en repos et en mouvement, devra changer pour prendre l'un ou l'autre état, car c'est la seule manière dont il puisse réaliser l'un et l'autre. Mais en changeant, il change instantanément, et pendant qu'il change, il ne saurait être en aucun temps, ni être alors en mouvement, ni être en repos. En effet. Maintenant, en est-il de même pour les autres changements? Quand il passe de l'existence à la mort ou du non-être à la naissance, ne passe-t-il pas par un état intermédiaire entre certaines formes de mouvement et de repos, en sorte qu'à ce moment, ni il naît, ni il n'est pas, ni il ne devient, ni il ne périt? C'est en tout cas vraisemblable. Par la même raison, en passant de l'un au multiple et du multiple à l'un, il n'est ni un ni multiple, il ne se divise ni ne se réduit. De même, en passant du semblable au dissemblable et du dissemblable au semblable,
il n'est ni semblable ni dissemblable, il ne s'assimile ni ne se désassimile. De même encore, en passant du petit au grand et à l'égal, et inversement, il ne saurait être ni petit ni grand ni égal, ni croître ni décroître, ni s'égaliser. Il semble que non. Voilà tout ce qui peut arriver à l'un s'il existe. Pas de doute là-dessus. Ne faut-il pas examiner ce qui doit, si l'un existe, en résulter pour les autres? Si. Posons donc l'un et disons ce qui doit en résulter pour les choses autres que l'un. Disons-le. Puisqu'elles sont autres que l'un, ces autres choses ne sont pas l'un. Autrement, elles ne seraient pas autres que l'un. C'est juste. Cependant, les autres choses ne sont pas tout à fait privées de l'un. Elles en participent en quelque manière. En quelle manière? En ce que, j'imagine, les choses autres que l'un sont autres parce qu'elles ont des parties, car si elles n'avaient pas de parties, elles seraient absolument l'un. C'est juste. Or, il n'y a de partie, disons-nous, que de ce qui est un tout. Nous le disons en effet. Mais le tout est nécessairement une unité formée de plusieurs choses, unité dont les parties sont parties, car chacune des parties doit être partie, non de plusieurs choses, mais d'un tout. Comment cela? Si une chose était partie de plusieurs choses, parmi lesquelles elle serait elle-même comprise, elle serait certainement partie d'elle-même, ce qui est impossible, et de chacune des autres choses, puisqu'elle le serait de toutes. Car s'il y en avait une dont elle ne fût pas partie, elle serait partie de toutes à l'exception de celle-là, et de la sorte, elle ne serait pas partie de chacune d'elles. Et n'étant pas partie de chacune, elle ne le serait d'aucune de cette pluralité. Or, ne l'étant d'aucune, elle ne saurait appartenir soit à titre de partie, soit à tout autre titre, à aucune de ces choses, à aucune desquelles elle n'appartient. C'est évident. Ainsi, la partie n'est point partie de plusieurs choses ni de toutes, mais d'une certaine idée unique et d'une certaine unité que nous appelons tout, unité parfaite issue de l'ensemble. C'est de cela que la partie est partie, parfaitement. Si donc les autres choses ont des parties, elles participeront elles aussi, et du tout et de l'un, certainement. Les choses autres que l'un sont donc nécessairement un tout, un et parfait qui a des parties, nécessairement. On peut en dire autant de chaque partie, car elle aussi participe nécessairement à l'un. Si en effet chacune d'elles est partie, ce mot chacune désigne certainement quelque chose d'un, distinct de tout le reste et existant en soi, puisque chacune doit être. C'est juste. Mais si elle participe à l'un, il est clair qu'elle est autre que l'un. Autrement, elle n'en participerait pas, elle serait elle-même l'un. Mais en réalité, il est, je pense, impossible d'être un à tout autre que l'un lui-même. C'est impossible. Mais le tout et la partie doivent nécessairement participer de l'un, car le premier sera un tout unique dont les parties seront parties, et chaque partie sera une partie unique du tout dont elle sera partie. C'est exact. Les choses qui participent de l'un n'en participeront donc que parce qu'elles sont autres que l'un, sans aucun doute. Mais les choses autres que l'un seront nombreuses, j'imagine. Si en effet les choses autres que l'un n'étaient ni l'un ni plus d'un, elles ne seraient rien. Elles ne seraient rien en effet. Et maintenant, puisque les choses qui participent de la partie qui est un et du tout qui est un sont plus nombreuses que l'un, n'est-ce pas dès lors une nécessité que ces participants de l'un soient en nombre infini? Comment? Voyons la chose de ce point de vue. N'est-il pas vrai qu'au moment où elles participent à l'un, elles y participent sans être encore l'un et sans participer de l'un? C'est évident. Elles sont donc multiples, puisque l'un n'est pas encore en elles. Elles sont multiples, certainement. Mais quoi? Si nous voulions en enlever par la pensée la portion la plus petite que nous puissions imaginer, cette portion enlevée, si elle ne participait pas à l'un, ne serait-elle pas nécessairement une multiplicité et non l'unité? Nécessairement. Donc, en considérant toujours de cette manière
et en soi-même cette sorte d'être qui est autre que l'idée, tout ce que nous en apercevrons successivement ne sera-t-il pas infini en nombre? Assurément. De plus, quand chaque partie, l'une après l'autre, sera devenue partie, les parties sont dès lors limitées par rapport aux autres et par rapport au tout, et le sont par rapport aux parties. C'est indubitable.